Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. Écoute, il y a de plus en plus de lumière. Ça veut dire qu'on est au Québec, c'est l'hiver, il y a absolument des journées. En tout cas, la noirceur arrive. Moi, je me prépare à aller à Seattle la semaine prochaine parce que il y a une conférence que Microsoft donne pour leurs employés. Ça s'appelle Tech Ready. Puis, comme les gens savent, je travaille pour Urban Turtle et nous, on va présenter la tortue pendant cette conférence-là. Donc, je vais passer quelques jours à Seattle. C'est un peu moins jet set que dans le sud. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs on va parler de Event Sourcing, CQRS, DDD avec Julien Letrouille. Ça va bien, Julien? Très bien, merci. Moi, je suis très heureux de pouvoir faire une émission qui va, finalement, tu sais, les acronymes CQRS, Event Sourcing, mais le cœur, ça va probablement être beaucoup une discussion sur les principes de base du Domain Driven Design, DDD. Tout à fait. Peut-être la formule, avant d'embarquer dans le sujet à proprement parler. La formule d'émission, c'est toujours la même. On commence par brosser le portrait de qui est notre invité. Ça permet aux auditeurs d'avoir un peu une meilleure idée de qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Et ensuite, on discute du sujet. Absolument, c'est un sujet qui passionne notre invité. Juste à l'accent, les gens ont peut-être reconnu que t'es peut-être pas né au Québec. Est-ce qu'on se trompe? Non, t'as raison, je viens de France, en fait. Je suis arrivé au Québec il y a environ 10 ans. Et malheureusement, j'ai pas encore pris l'accent québécois ou perdu mon accent français, suivant comment on se place. C'est sûrement pas une obligation. Donc, t'es arrivé au Québec il y a une dizaine d'années. Ce qui veut dire que ça fait au moins une dizaine d'années que t'as diplômé en informatique. Tout à fait. En fait, j'ai fini mes études au Québec, fait que ça fait maintenant 10 ans. Donc, t'es arrivé, t'étais encore assez jeune. T'es pas arrivé... Tout à fait, ouais. Est-ce que t'as suivi tes parents? C'est tes parents qui ont J'avais émigré? 20 ans. Non, pas du tout. Mes parents sont... Donc, je suis arrivé avec ma femme, en fait. On a profité... Quelle région de la France tu venais? Moi, je viens de Normandie. Ah! Donc, le nord. Exactement. Les plages de galets. Là où je suis, c'est des belles plages de sable, en fait. Ah oui? J'habite à côté d'Omaha Beach, qui est une très très grande plage de sable. Mm-hmm. L'eau est pas aussi chaude qu'en Méditerranée, mais c'est quand même une belle place pour Donc, des vacances. Omaha Beach, en référence, c'est une des plages où les Américains ont débarqué, j'imagine. C'est ça. Dans les années durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la grande plage qui parcourt à peu près la moitié de la côte du Calvados. Donc, tu as bu du Calvados dans ta vie. On peut dire ça. Donc, il y a une dizaine d'années, tu arrives au Québec. Est-ce que t'es venu vivre dans la région montréalaise immédiatement? Alors, en fait, j'ai fini mes études à l'université de Sherbrooke. Ah, donc. Pendant 1 an, et après, oui, je suis venu directement vivre à Montréal, où j'ai eu mon premier travail à Montréal, dans le fond. Est-ce que tu as commencé immédiatement à faire de la programmation sur les plateformes Microsoft.net? Il y a 10 ans, ça commençait, en tout cas, c'était en alpha. Alors, il se trouve que oui, mon premier travail, c'était avec du Microsoft.net, qui était en bêta à cette époque-là, en 2000? Ouais, 2000 ou 2001? 2001, c'est ça. Donc ça venait ça commençait à sortir, c'était pas encore sorti. On a fait encore des bêtas, j'imagine. Exactement, en bêta. Donc on a fait un prototype, puis on a vu que ça fonctionnait bien. Fait quand au moment de passer en mode production, finalement la release était sortie, fait qu'on est parti là-dessus. Donc, mais là tu travaillais, c'était est-ce que c'était pour une compagnie qui faisait un produit ou c'était plus en entreprise? Alors c'était du consulting, on faisait un produit ad hoc pour notre client dans le fond.
Dans ton parcours, est-ce que tu as travaillé un moment donné pour une grande firme? On sait ici à Montréal, il y a quelques grandes organisations de consultation qui ont absolument 3 lettres dans leur nom. Est-ce que tu as travaillé pour une de ces organisations-là ou tu as toujours été plus à ton compte? Ou? Alors, j'ai jamais été à mon compte, mais j'ai toujours travaillé dans des toutes petites compagnies. On dirait que dès que ça grossissait un peu, je quittais. La première compagnie où j'étais, je pense qu'on était 4. Ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie où on était 6. Donc toujours des petites compagnies qui faisaient du consulting pour des gros clients par contre. Mm-hmm. J'ai toujours travaillé pour des très gros clients. C'est ce qui t'a amené à un moment donné à te familiariser avec tout ce qu'on va appeler le Common Inquiry Responsibility Segregation, qui est souvent le bénéfice, le premier bénéfice, c'est de faire des systèmes qui peuvent supporter des grosses charges de requêtes en simultané. Alors malheureusement non, j'aurais bien aimé connaître tous ces patterns-là à l'époque, mais je les connaissais pas encore. Donc non, ça c'est beaucoup plus récent. Je me suis vraiment familiarisé avec tous ces concepts-là il y a environ 1 an et demi, quand j'ai découvert le travail de Woody Dan et de Greg Young, où là j'ai vraiment embarqué parce que ça résolvait tous les problèmes que j'ai toujours eu dans ma carrière finalement, des problèmes que ça soit autant des problèmes d'affaires que des problèmes techniques, de performance, de montée en charge. Tout ça a été résolu de façon très élégante avec ces entre guillemets nouvelles architectures. Oui, c'est quand même assez nouveau. Moi, je t'ai connu parce que tout dernièrement, tu as fait une présentation ici à Montréal, même un workshop d'une journée sur CQRS, puis j'ai participé, puis j'ai apprécié beaucoup l'expérience. Mais aussi, je t'ai connu parce que depuis plus qu'1 an maintenant, tu blogues beaucoup sur CQRS, même un des rares blogs bilingues. C'est rare qu'on produit à peu près le même contenu en français et en version anglaise, donc ce qui est quand même original. Puis et veut pas, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, puis je vais te lancer une fleur, c'est que t'as un bon talent de vulgarisation. Parce que t'as parlé de Greg Young, Woody Dan, qui on va mettre leur lien d'ailleurs vers leur blog, qui sont 2 des penseurs derrière ce qui se veut théoriquement des nouvelles approches, mais c'est des patterns, on va en discuter plus en détail, mais c'est peut-être pas si nouveau que ça. Donc on va mettre le lien vers ces deux blogueurs-là, mais on mettra aussi un lien vers ton blog. Puis moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est le fait que tu étais en mesure de pouvoir ramener les choses à une dimension plus, je vais mettre entre guillemets humaine, ou en tout cas plus compréhensible pour un programmeur moins expérimenté, qui a peut-être moins d'années d'expérience. Donc si on résume, plus d'une dizaine d'années d'expérience à faire du développement .NET. En fait, .NET et Java, à peu près. T'as touché aux deux plateformes? Oui. Si j'ai commencé en .NET, mais après j'ai fait du Java, je suis revenu en .NET, je suis reparti en Java, je fais du .NET, maintenant je fais du Scala. Ah oui? Donc ça t'intéresse parce que Scala, ça utilise la machine virtuelle Java, mais tout à fait. Donc tu t'intéresses à tout ce qui sont les nouveaux langages, puis tout ce qui touche plus la programmation avec dynamique à certains niveaux. Scala, c'est pas dynamique. Ah. C'est statique. En fait, c'est sur la JVM, c'est ce qui, pour moi, se rapproche le plus du C#. Ce qui explique pourquoi j'ai choisi Scala sur la JVM. C'est intéressant. Moi, je pensais que c'était parce que je sais qu'il y a beaucoup de langages dynamiques qui utilisent la JVM. Mais Scala, si on prend juste, on fait un petit intermède de 2 secondes. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi le besoin de créer Scala plutôt que juste dire je vais prendre un langage comme Java, qui est un langage fortement typé sur une plateforme Java? Principalement le fait que Java n'est pas fonctionnel. Ah, donc il y a de la programmation fonctionnelle, d'où la similitude avec ce qu'on trouve maintenant C# 4.0 qui introduit beaucoup de fonctions, qui a volé beaucoup de concepts qui viennent des langages fonctionnels. Donc surtout C# 3 avec les lambda expressions, les lambda méthodes. Donc c'est le genre de choses qu'on retrouve en Scala justement. Ah. Puis bon, tu l'as dit, j'imagine que C# quand tu travailles sur plateforme.net, c'est ton langage de choix. Tout à fait. Écoute, ça brosse le portrait, puis nous, on va faire la pause et on va revenir pour discuter de event sourcing.
Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Julien, le sujet de notre émission aujourd'hui, comme j'ai dit, le cœur, c'est Event Sourcing, CQRS et aussi le design piloté par le domaine, Domain Driven Design pour le dire en anglais. Ça semble tout être comme des nouveaux acronymes, des nouveaux principes d'architecture. Est-ce qu'on est vraiment face à une nouveauté? Alors pas vraiment. Le Event Sourcing, par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps. Si vous utilisez des bases de données relationnelles comme SQL Server, par exemple, l'architecture qui est en arrière, c'est du Event Sourcing. Si on remonte plus loin, même avant l'informatique, il y a même des domaines d'affaires qui utilisent le event sourcing. On peut penser à la comptabilité, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Donc, par exemple, si on fait un journal de caisse qui est essentiellement juste enregistré à tous les moments des transactions qui se passent, c'est finalement comme si on enregistrait nos événements. Puis donc c'est une façon non informatique, mais de pouvoir représenter ce qui serait je sais pas comment on pourrait traduire event sourcing c'est sûr que le mot événement, puis sourcing, ça serait l'approvisionnement des événements ou je te vois songeur. L'enregistrement des événements ou la reconstruction par événement. Ou la reconstruction par événement, c'est peut-être une bonne façon. Donc, les gens qui font de la comptabilité, puis la comptabilité, c'est pas né d'hier, eux ont compris ça il y a très longtemps que c'était une pratique qui va être très profitable. Et en informatique, on aurait utilisé ça, entre autres, pour créer des bases de données relationnelles. Donc, c'était utilisé dans les systèmes. Pourquoi aujourd'hui, tu sais, depuis 18 mois, 24 mois, on parle juste de CQRS. On a fait une émission avec Éric Renaud il y a un an où on parlait de CQRS, les principes de base. Là, aujourd'hui, on va aller plus en détail, ou en tout cas, on va essayer d'attacher tous les morceaux ensemble. Pourquoi il y a une résurgence de ces sujets-là aujourd'hui, ou en tout cas en 2010, ça semble être comme les nouvelles tendances d'architecture? Alors en fait, ce qui est un peu nouveau ces dernières années, c'est le fait qu'on applique ce patron-là à beaucoup plus de domaines d'affaires. En fait, à peu près tous les domaines d'affaires, à peu près n'importe quel type d'application d'entreprise où il y a un domaine avec des règles d'affaires plus ou moins complexes. Alors, ce qui a déclenché tout ça, en fait, c'est le livre de Eric Evans qui s'appelle Domain Driven Design. Donc, conception pilotée par le domaine, en ma traduction littérale. Tout à fait, qui a posé certains guides, certains patrons architecturaux qui permettent justement de faire du event sourcing et du CQRS. Donc, si on rappelle ce livre-là, le livre, il y a 3 grandes sections. Il y a une première section où est-ce que Eric Evans va pas nous convaincre, va nous donner preuve à l'appui que avoir en anglais, il dit ubiquitous language. Souvent, on utilise l'acronyme UL, mais d'avoir un langage qui est omniprésent, qui va être utilisé autant par les équipes de conception que par les clients, c'est très profitable pour faire du design parce que ça permet d'enlever de la complexité accidentelle. C'est-à-dire que si le client appelle quelque chose une table, on aurait peut-être intérêt, nous, dans notre design à l'interne, des développeurs, d'utiliser le même mot table. Ça enlève du bruit. Ça fait en sorte que le concept est clarifié. Puis si on écrit du code avec le même vocabulaire, ben le code s'autodocumente et il peut être compréhensible non seulement par l'équipe technique, mais il pourrait être compréhensible ultimement par le client. On s'entend que le client, le C#, ça l'intéresse peut-être moins. Mais si on s'en sert tout à l'heure pour faire des tests puis automatiser des tests, ça peut avoir des bénéfices. Donc, il y avait cette première partie-là. Il y a une autre partie qui sont, justement, tu parles de patrons. Il y avait des patrons de conception d'architecture qui a traité, puis je vais te demander
en tout cas, peut-être les récapituler les plus importants. Puis il y a une troisième partie qu'on traitera pas aujourd'hui, qui est toute la partie plus conception stratégique, dans laquelle il y avait des principes qui sont fondamentaux, comme par exemple que si tu contrôles pas un tiers parti avec qui tu interagis, ben tu as peut-être intérêt à te mettre une couche d'anticorruption, parce que vu que tu les contrôles pas, tu sais pas ce qu'ils vont faire. C'est des principes de toute façon en programmation qu'on a appris depuis longtemps. Quand on a une méthode puis qu'on se met du code pour se protéger contre ce qu'on appelle les guard conditions, quand on reçoit des paramètres, on fait ça depuis longtemps, de faire la programmation défensive, mais les mêmes approches peuvent s'utiliser quand on parle de concession pilotée vers le domaine. Mais revenons au cas, les fameux patrons architecturaux, comment on peut organiser notre domaine. Si on essaie de les récapituler les plus importants. Alors ces patrons-là, ils ont comme but d'organiser finalement les règles d'affaires d'un domaine. La plupart des applications d'entreprise essayent de résoudre un problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, ça vaut peut-être pas la peine de définir un domaine. Exactement. Donc la question est comment on peut organiser toutes les règles d'affaires qu'on va essayer d'automatiser avec notre application. Les deux concepts les plus importants, le premier c'est le bounded context en anglais. Donc un petit contexte fermé ou la frontière du domaine, si on veut, c'est où que l'application devrait s'arrêter. C'est où qu'on va mettre le code qui va échanger avec d'autres systèmes, si on veut, le code de traduction avec d'autres systèmes. Donc c'est important ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est si on est pour définir un domaine, la première étape, c'est de définir les frontières de ce domaine-là, puis à savoir ça sur quoi on va se concentrer, puis tout le reste qui est à l'extérieur, c'est pas dans mon domaine, ce n'est pas le problème que je cherche à résoudre. Donc c'est un premier, c'est comme le fondamental, c'est comprendre ce qu'on veut définir. Donc premier principe. Tout à fait, et c'est très important. Par exemple, le langage dont tu parlais ne s'applique qu'à l'intérieur de ce domaine. Ce qui veut dire que un terme, un concept peut avoir un nom comme par exemple une facture dans un contexte, mais la facture dans le contexte d'à côté peut vouloir dire quelque chose de différent. Par exemple, si on vient avec mon exemple, je donnais initialement de table. Oui. Une table dans un contexte, je sais pas moi si on fait un système, je sais pas si en France ils connaissent le concept de bingo. Mm-hmm. Mais la table sur laquelle les gens vont mettre leur jetons et tout, c'est dans ce contexte-là, ça veut dire certaines choses. Mais si je prends un autre domaine, par exemple le domaine des mathématiques, ben une table pourrait peut-être vouloir dire quelque chose qui est tabulaire. Donc c'est une autre signification. Ça peut avoir une totale signification différente ou peut-être même avoir une signification presque semblable, mais pas tout à fait la même. Oui, alors c'est plus souvent le cas. Par exemple, un magasin en ligne, vous pouvez avoir une commande. La prise de commande va se faire dans un système où il va probablement y avoir ce concept de commande. Puis après, ça va être passé à un système de facturation pour lequel la commande va être peut-être un concept légèrement différent. Peut-être aussi un système de shipping pour lequel la commande va encore être représenté de manière différente, fait qu'on se retrouve avec trois systèmes dans lesquels il y a une commande, mais c'est trois contextes différents. Ou souvent, l'autre analogie qu'on donne, c'est la fameuse adresse. Dépendant du système, une adresse peut être quelque chose de très important, puis dans d'autres, une adresse, c'est un champ facultatif qu'on peut remplir ou pas remplir. Donc, ça peut être soit juste un champ, ou en tout cas une information d'attribut, puis dans un autre contexte, une adresse va être un objet fort, un concept fort du domaine métier, puis qui va même avoir peut-être une identité forte. Tout à fait, ce qui sera probablement le cas dans le système de shipping, alors que du point de vue de la facturation et de la prise de commande, l'adresse sera probablement juste un champ d'information. Donc, c'est quelques exemples qu'on essaie de donner pour expliquer que ces patrons-là qui expliquaient. Si on essaie d'aller un peu plus en détail, qu'est-ce qui traitait d'autre dans ce fameux livre, ou en tout cas dans ces principes de Domain-Driven Design? Alors, qu'est-ce qu'on a dans un contexte? On va organiser les concepts en agrégats. Qu'est-ce que c'est qu'un agrégat? C'est justement les concepts forts du domaine. Donc, dans notre exemple, une commande, un client, un produit, ce genre de choses. Peut-être, dans certains contextes, l'adresse est un concept fort. Donc, pour un système de shipping, donc les gens ils envoient les paquets, eux, ils pourraient peut-être en avoir un agrégat qui va représenter l'adresse,
Ce qui serait pas le cas, par exemple, dans mon système de facturation où il y aura jamais d'agrégat qui va représenter l'adresse. L'adresse va peut-être faire partie d'un agrégat, mais d'un autre agrégat qui pourrait être la facture, par exemple. Oui. Alors, ce qui est très important d'un agrégat, c'est que l'agrégat, sa seule et unique responsabilité, c'est de vérifier les règles d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un agrégat? C'est tout ce qui est nécessaire pour que l'agrégat puisse répondre à une commande, au sens une action que l'utilisateur désire faire dans le système, donc, dans le contexte. Est-ce que c'est vérifier les règles d'affaires ou exécuter les règles d'affaires dans le sens de les traités ou les... Les deux. Les deux. Les deux. Il va vérifier, il va l'exécuter. Donc, il va d'abord vérifier que la commande est valide, et il va ensuite, ou que l'action est valide, et ensuite, il va l'exécuter et exécuter les changements que... Donc, est-ce que je peux dire que cet agrégat-là, qui va être, ça s'appelle agrégat parce que c'est une composition d'objets? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, un client peut avoir une adresse, peut avoir un historique de commande. Il peut y avoir beaucoup de choses attachées à l'agrégat client. Donc, c'est un graphe d'objets, en fait. Donc, on parle d'un agrégat parce qu'il y a plusieurs objets d'attachés. Donc, c'est un graphe d'objets et essentiellement, vu qu'on parle d'orienté objet, ce graphe d'objets-là va avoir deux facettes. Une facette qui est les données ou les états dans lesquels qui garde qui garde en mémoire, et les comportements, ce qu'on va appeler finalement le traitement qui serait les règles d'affaires. C'est ça. Alors, du point de vue d'un extérieur, il y a que des comportements. C'est-à-dire que les données qu'il a besoin pour exécuter les comportements sont cachées. Comme le principe d'orienté objet. Orienté objet disait les objets vont avoir des comportements et ils vont avoir des données internes cachées. Là, c'est juste qu'on on dit c'est plus un seul objet, c'est un agrégat d'objets qui va avoir cette façon de traiter l'information. Tout à fait. OK, donc il y a un agrégat qui est dans un abandon contexte, donc dans un contexte isolé, si je peux prendre cette traduction littérale là. Et un agrégat, qu'est-ce que ça a comme particularité autre que d'avoir des comportements puis de cacher les états internes? Alors justement, ça n'a que ça comme particularité. En particulier, ça n'est pas lié à d'autres agrégats. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui s'appelle en anglais encore consistency boundary, c'est-à-dire que un agrégat peut pas avoir un lien, un pointeur ou une clé étrangère vers un autre agrégat. Donc, les agrégats doivent être totalement indépendants et pas connectés. Donc, est-ce qu'on peut se promener dans de graphe d'agrégats vers un autre graphe d'agrégats? Pas du tout. C'est pas permis. Contrairement à une base de données relationnelle où on peut se promener de toutes les tables s'il y a des liens, faut pas voir ça comme du relationnel data, là. Exactement. Alors, en domain driven design, c'est très important que l'agrégat soit complètement autosuffisant. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il stocke en interne, dans son état interne, tout ce qui est nécessaire pour son comportement. Il doit pas avoir besoin d'aller chercher du data ailleurs. Et est-ce que c'est là que le fameux Command and Query Responsibility Segregation, le CQRS, devient très important de jumeler au DDD? Parce que si on fait une bonne séparation entre nos lectures et nos écritures, on va pouvoir simplifier beaucoup nos agrégats. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui sonne bien ou qui... Alors, en fait, CQRS est nécessaire pour faire du domain-driven design. Tout simplement parce que si les agrégats, il n'y a aucun lien entre eux, on peut pas se baser sur les agrégats pour afficher des informations à l'écran. Parce que souvent, pour afficher l'information à l'écran, on va aller chercher de l'information dans plusieurs agrégats. Et de l'information qui serait dans plusieurs agrégats. Mais comme on vient de dire qu'il peut pas y avoir de lien entre les agrégats, on peut pas faire ça. Donc, c'est pas d'aller interroger nos agrégats qui est la bonne stratégie, c'est peut-être de faire complètement à côté des requêtes vers notre système de persistance d'information. Alors,
ce qui va se passer quand on fait du domain-driven design, il va y avoir une séparation des responsabilités. Les agrégats vont être responsables pour du côté écriture de l'application, le comportement. Quand l'utilisateur va vouloir modifier le système, envoyer une commande au système, va vouloir faire une action dans le système, c'est les agrégats qui vont être responsables d'effectuer cette action. Donc, les agrégats du domaine, eux sont responsables de toute la partie commande, ce qu'on appelle les commandes dans le CQRS. Exactement. Les queries, les requêtes, qui va être responsable de ça à ce moment-là? Alors ça va être un autre système. Ah, donc en Domain-Driven Design, en DDD, on a fondamentalement deux systèmes. Un système pour aller lire l'information et un système pour exécuter des commandes. Exactement. Les commandes étant finalement notre logique de métier. Exactement. Donc, quand on dit que le but du DDD, c'est d'isoler les règles d'affaires vont se retrouver dans les fameuses commandes. Exactement. Donc, le domain-driven design, c'est juste la moitié de l'application, entre guillemets. C'est la partie en écriture seulement. Mais là, moi, souvent, moi, quand les gens me parlent de domain-driven design, il y a toujours deux autres patrons peut-être moins importants qui reviennent, le fameux patron d'avoir une identité forte et des value objects. Donc, des objets qui ont une identité ou des objets qui ont pas d'identité forte, qui sont juste des value objects. Ça situe où, ça? Parce que souvent, on va nous dire, les agrégats doivent avoir une identité forte, vont avoir comme objet racine un objet qui a une identité. Est-ce que c'est fondamental, cette chose-là, ou c'est juste accessoire pour permettre aux commandes de pouvoir stocker les résultats dans le mécanisme de persistance? Ce qui est très fondamental, c'est que chaque agrégat, chaque instance d'agrégat, par exemple, chaque client ou chaque facture est un identifiant pour qu'on puisse le retrouver. Le reste, je dirais que c'est un peu plus secondaire, ça vient naturellement. Est-ce que ça veut dire qu'en mémoire vive, dans mon système, je vais toujours en avoir juste une seule instance, ou si j'en ai plusieurs instances avec la même identité, je vais peut-être créer de la complexité accidentelle, je vais chercher à toujours avoir juste une seule instance avec une identité forte en même temps? Alors, c'est beaucoup plus facile si tous les agrégats toutes les instances ont chacun une identité différente. Typiquement, on peut faire ça avec un GUID, tout simplement. Ça simplifie énormément le système, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir, par exemple, un simple entier comme identifiant. Il y a beaucoup de gens qui vont aller rechercher la fameuse clé qui vient de la base de données, qui nous disait, voici cet objet-là, voici son identité, selon le mécanisme de base de données qu'on utilise. Alors, c'est très déconseillé d'aller chercher l'identité quand on crée un agrégat dans la base de données. Mais on est conscient que beaucoup de gens font ça. Oui, mais parce qu'on se dit, la base de données, elle me crée pour moi un identifiant unique. Alors, c'est très dommageable parce que si vous laissez la base de données créer l'identité, l'interface utilisateur, elle, n'est pas au courant de c'est quoi l'identité. C'est-à-dire que tu vas savoir l'identité juste quand l'information est stockée dans la base de données. Ça peut déjà faire un méchant bout de temps que ton objet fournit des comportements avant qu'on fasse la sauvegarde en BD. Tout à fait. Donc, par exemple, si on fait un code espèce, mettons que je crée un nouveau client, mais tant que j'ai pas dit oui, ce client-là, je le veux, c'est-à-dire que pendant que je remplis tous les champs, tous les comportements qui sont fournis par le système, mais il n'y a pas d'identité forte. Donc, je suis obligé comme d'avoir deux cas d'espèces. Le cas quand je connais pas l'identité, c'est-à-dire quand je crée, et le cas quand je suis en train de mettre à jour, où là, je connais l'identité, puis ça me fait du if then else dans mon code, ce qui, ou en tout cas, on se retrouve à pas respecter le fameux principe de responsabilité unique, où on veut que le code qui s'occupe de valider tel champ devrait exister une seule fois dans notre code. C'est-à-dire que on peut pas avoir deux systèmes, un en écriture seulement et l'autre en lecture seulement. Si le composant qui va finalement utiliser ces deux systèmes-là, qui est l'interface utilisateur, crée pas les identifiants. D'où pourquoi c'est intéressant d'utiliser un GUID, parce qu'un GUID, ça se crée aisément. Tout à fait. Ça coûte pas cher et on sait que c'est unique. C'est raisonnablement unique. Les chances de collision sont suffisamment faibles pour ne pas s'en préoccuper. Puis donc les chances, la vie étant toujours un ensemble en anglais du trade-off, comment je traduirais ça en français de compromis. Donc le GUID est un bon compromis de performance pour avoir quelque chose d'unique versus des probabilités, parce que si on voudrait vraiment avoir quelque chose de vraiment vraiment unique, ça coûterait trop cher. En fait, si on voudrait quelque chose de vraiment unique, il faudrait un lock.
à quelque part. Il faudrait un verrou à quelque part. Ça, c'est très coûteux. C'est très coûteux et c'est surtout un point d'échec potentiel. C'est un peu le maillon faible de toute la chaîne. Alors que si vous générez des GUID, il y a plusieurs systèmes qui peuvent le faire en parallèle sans jamais verrouiller un système en particulier. Ça peut se distribuer en d'autres termes. Ça, quand je dis c'est coûteux, c'est-à-dire que si tu bâtis un système pour 10 utilisateurs en simultané, ça coûte rien. C'est Exactement. quand on veut être capable de supporter des centaines, des milliers et des centaines de milliers d'utilisateurs concurrents. Puis on sait, là, on prend l'analogie, toutes les fameuses petites bases Microsoft Access qui ont été créées dans les entreprises dans les années 90, qui devaient être juste pour quelques utilisateurs, finissent toujours par être utilisées par 50, 60, 100, 200 utilisateurs en simultané. Et là, le système tombe parce que justement Access utilise des mécanismes de locking de cette nature-là et ça l'a démontré depuis longtemps. Ça scale pas, comme on dit en bon franglais. Puis c'est pas juste une histoire de monter en charge, c'est aussi très simple de générer un GUID. C'est beaucoup moins simple de faire un appel à une base de données avec une transaction qui va verrouiller la séquence en Oracle ou le identity en D'ailleurs, SQL Server. quand on revient sur conception pilotée par le domaine, où est-ce qu'on fait une séparation claire entre ce qui vont être les commandes et les requêtes, est-ce qu'on a forcément besoin d'une base de données? Oui. Donc, la réponse, c'est on a forcément besoin d'un mécanisme de persistance où on pourrait bâtir tout ça sans utiliser une base de données relationnelle, par exemple. J'ai pas parlé de base de données relationnelle, par exemple. Donc l'idée, c'est que tu as besoin de stocker d'informations qui vont avoir une forme de structure, qui va être structurée selon une liste, j'imagine, avec une clé. Alors, on va peut-être y revenir un petit peu plus tard quand on va parler des mécanismes, de comment finalement on passe de ce composant qui est en écriture seulement à ce composant qui est en lecture seulement pour les requêtes. Donc, pour le besoin à ce stade-ci, disons que oui, il y a un mécanisme où est-ce qu'on doit stocker l'information, puis c'est pas stocker n'importe comment, il faut que ça soit stocké de la bonne façon. Si on rappelle, on a parlé que dans la conception pilotée par le domaine, il y a un agrégat, il y a des agrégats. Les agrégats doivent pas être connectés à d'autres agrégats. Donc, ils sont vraiment, c'est le contexte du domaine d'affaires et ils sont circonscrits à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils possèdent tous les états internes qu'ils ont besoin pour être capables d'exécuter les règles d'affaires. Et ces fameux agrégats-là, ce qu'on disait, c'est qu'ils vont avoir une identité forte pour qu'on soit capable aisément soit d'aller les lire ou surtout de pouvoir stocker ce qui doit être persisté parce que, comme on disait un peu plus tôt, dans notre mécanisme, les agrégats exécutent des commandes, mais les systèmes les interfaces usagers, eux, veulent pas juste exécuter les commandes, ils veulent être capables de lire et d'afficher souvent des collections d'informations. On sait que, par exemple, si j'ai un système de facturation, la première chose souvent qu'on voit dans le système de facturation, c'est la liste de toutes les factures, ou en tout cas une interface pour être capable de filtrer, de choisir les factures que je voudrais. Donc, ce besoin-là d'afficher des fameuses listes, c'est la partie lecture. Donc, comment on fait le lien entre nos fameuses commandes, les agrégats et la lecture? Alors, la partie lecture, c'est très important, d'autant plus que dans l'immense majorité des systèmes, il y a beaucoup plus de requêtes destinées à afficher de l'information plutôt qu'à envoyer des commandes. C'est un peu la fameuse loi de Pareto. 80% de ce qu'on fait dans une application, c'est lire des données, puis il y a juste 20% où est-ce que là, on va exécuter des commandes. Alors en réalité, c'est même un pourcentage beaucoup plus élevé. Si vous prenez des systèmes comme Amazon, c'est probablement des 99% on lit les livres puis on achète parce que sinon Amazon serait millionnaire si on ferait beaucoup de transactions. Exactement. Donc c'est relativement important dans la plupart des systèmes d'optimiser la partie lecture. Et c'est quelque chose qui est très dur à faire dans des architectures classiques où les entités, ce qui pourrait remplacer l'idée d'agrégat dans un système classique, sont les mêmes entités qui sont utilisées pour la lecture. C'est ça, donc même si on se met, on devient plus performant dans notre capacité de faire des architectures, on dit j'ai maîtrisé le DDD. Si on fait pas une séparation entre nos commandes et nos requêtes, si on essaie de tout attacher ça au même endroit, on va avoir un système non performant, très complexe.
Parce que, puis même probablement qu'on n'aura pas le choix de ne pas respecter un des principes du DDD, qui est qu'il n'y a pas à avoir de lien entre les agrégats, parce que pour être capable d'afficher correctement l'information, on va pouvoir naviguer entre les agrégats, ce qu'on ne veut pas. D'où le besoin de vraiment sortir ça et de faire un système à côté qui va être responsable des requêtes. Et le bénéfice qu'on va en tirer, c'est si on fait un système qui ne sait que faire des requêtes, peut-être qu'on peut l'optimiser, sachant que 99% du temps, c'est ce que l'application va faire. Puis c'est ce que les gens aiment pas, là. Quand tu pèses, puis tu fais une recherche, je suis sur Google, puis je tape, sors-moi tous les noms qui commencent par TAT. Maintenant, même, on le voit, là, ce que Google est capable même de nous donner, là, les mots qu'ils trouvent presque en temps réel. C'est ce que les gens recherchent. Ils veulent une réponse rapide. Tout à fait. Alors, par exemple, si on affiche une liste de factures dans une table, une des colonnes, ça va peut-être être le nom du client pour qui cette facture a été émise. Dans les systèmes classiques, le client, ça va probablement être une table qui va être liée par une clé étrangère à la table des factures. Ok. Donc, dans un système classique, il aurait fallu dire, on va indexer la fameuse colonne non, parce qu'on sait qu'on va faire une requête sur le nom. En tout cas, ça nous crée deux niveaux de complexité. C'était ardu dans notre logique métier, mais en plus, il fallait aller en arrière dans la BD et commencer à pas traficoter, c'est pas le bon mot, mais optimiser notre BD pour permettre des requêtes. Puis avoir des requêtes SQL qui commencent à grossir et à devenir de plus en plus complexes. À avoir beaucoup de jointures et de la complexité incidentelle, parce que pour l'affichage, l'idéal, ce serait d'avoir une table par écran. Une table dans laquelle il y aurait toutes les informations d'un écran donné. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, du côté lecture, supposons que j'ai 4 écrans qui vont lire, il y en a un qui lit les factures, mais qui me les présente par leur numéro. Il y en a un autre, c'est par le nom du client. Il y en a un autre, c'est par les items. Il y a rien qui m'empêcherait d'avoir 3 tables totalement différentes, que mon système, que mon mécanisme de synchronisation entre ce qui est persisté quand je passe la commande et ce qui va être vraiment utilisé par faire des requêtes, je vais avoir un certain mécanisme qui va venir synchroniser et mettre ces données-là à jour. Mais pour une seule table, mettons, de commande, il peut peut-être mettre à jour 3 ou 4 tables dans mon unité de stockage pour l'affichage. Alors, disons qu'on essayerait de bâtir notre système de rêve. On aimerait avoir effectivement une table optimisée pour chaque écran. Alors, le mécanisme par lequel ces tables-là seraient créées, on va en parler un petit peu plus tard, mais disons que si on pouvait avoir une table par écran, ça serait merveilleux parce que on n'aurait pas besoin de requêtes complexes à faire, on aurait juste besoin d'afficher une ligne ou alors une liste de lignes d'une unique table. Il n'y aurait pas de jointure. Donc, ça fait des requêtes performantes. Ça ferait des requêtes très performantes, puis c'est facile de filtrer, peut dire je vais en sortir juste 100 ou 200, puis il y a donc d'avoir des mécanismes de caching qu'on peut peut-être avoir besoin parce qu'on veut pas aller chercher les 1 million de factures. Mettons, si on est Amazon, on peut peut-être avoir 1 million de factures. Puis on n'aurait peut-être pas besoin non plus d'avoir des couches du type Object Relational Mapper comme Entity Framework, parce que si on affiche directement les données, une simple requête ça, c'est un bon SQL qui retourne du ADO.NET, puisque les données sont déjà préformatées, il y a juste besoin de les afficher. Idéalement, chaque colonne, ce sont des chaînes de caractères qui sont déjà préformatées comme il correctement. Faut. Alors, typiquement, s'il y a besoin d'afficher des données en plusieurs langues, il y aurait plusieurs colonnes. Fait que les dates, pareil, seraient formatées pour les différentes langues, etc. Fait on a juste besoin d'afficher la donnée brute. Mais ça veut dire plus besoin de Object Relational Mapper, donc de ORM, de mécanismes sophistiqués pour faire gérer l'impédance habituelle que j'ai entre mes données relationnelles et mes objets. Parce que là, nous, on n'en crée plus d'impédance, on va chercher les données brutes puis on les affiche. Tel quel. Les gens qui adorent les procédures stockées, ils doivent adorer ça parce que là, ça veut dire que tu peux utiliser des bonnes vieilles procédures stockées pour aller chercher l'information. Il y a même plus vraiment besoin de procédures stockées. Parce que ta requête est tellement simple, t'as pas besoin de... Parce que c'est un select étoile. Donc, pourquoi faire une procédure stockée quand tu fais un select étoile? Exactement. Pourquoi créer de la complexité accidentelle qui est non nécessaire? Il y a plus aucune, il
il n'y a plus aucune raison d'introduire des couches supplémentaires. En plus, vu qu'ils sont juste en read-only, ces tables-là, on peut vraiment les mettre read-only. Ça veut dire que tout l'argument de dire, souvent les DBA vont dire, je veux des processus stockés parce que je veux protéger mes données. Mais là, tu dis, écoute, mais les read-only, tes données, on va juste les lire. Nous, on ne viendra jamais réécrire dedans. En tout cas, l'interface usagée ne viendra jamais écrire dedans. Il y a un autre mécanisme quelque part qui va s'occuper d'écrire, mais ça sera, on va en parler tout à l'heure quand on va commencer à traiter d'event sourcing. Mais pour l'instant, pour ce qui est d'afficher du côté du UI, donc de l'interface utilisateur, je lis des données en read-only. Donc, dans notre système idéal, où on aurait cette base de données de lecture en lecture seulement, on comprend que le code nécessaire dans l'interface utilisateur va être simplifié. En lecture, on n'a quasiment plus besoin de faire de requêtes ou des requêtes très très simples. En écriture, on fait juste envoyer des commandes à notre domaine. Qui, lui, sait traiter des demandes parce qu'il y a des agrégats qui sont responsables de savoir faire les comportements attendus pour chaque commande. Et nos agrégats ne sont plus responsables de l'affichage. Donc, ils n'ont plus besoin de stocker toute l'information du système, mais uniquement ce qu'ils ont besoin pour exécuter les commandes. Donc, quel est un des effets de bord qui va se passer sur ces fameux agrégats-là? Est-ce que souvent, dans les objets, on avait toutes les fameuses propriétés. Alors, il n'y a plus besoin de propriétés. Il y a juste besoin de méthodes publiques sur un agrégat. Le data qui va être nécessaire pour l'agrégat, ça peut être des champs privés. Parce que on a des propriétés principalement servent à aller lire l'information pour souvent les afficher, mais là on les affichera pas, on n'utilise pas ça pour afficher. Tout à fait. Et on va aussi stocker beaucoup moins d'informations. Par exemple, sur un client, si vous avez un agrégat client, c'est rare que vous allez avoir de la logique d'affaires attachée au nom et au prénom, par exemple. Non, c'est très très rare. Donc, quand vous allez exécuter une commande de type changer le nom du client, la commande va rien stocker dans l'agrégat parce que le nom et le prénom sont utilisés uniquement à fin d'affichage. Donc, ils vont se retrouver ailleurs, mais ils vont pas être stockés localement dans l'agrégat parce qu'il n'y a aucune règle d'affaires. Donc, la commande va être capable de lancer la bonne exécution pour que dans notre unité de stockage qui sert à l'affichage, que les noms, prénoms soient mis à jour. Mais, comme tu dis, pas forcément besoin de garder cette information-là dans l'état interne de l'agrégat parce que c'est une information qui est non utile pour fournir les comportements que, par exemple, une commande doit fournir. Tout à fait. C'est intéressant, beaucoup de bénéfices en tout cas, beaucoup de simplification du système. Alors, les systèmes bâtis comme ça sont très simples comparé. Il y a beaucoup moins de lignes de code, il y a beaucoup moins de complexité incidentelle que les systèmes bâtis de manière classique. C'est simple. On vient de simplifier la partie présentation d'informations, affichage. On vient de simplifier la partie des commandes. Mais il y a jamais rien de gratuit. Il y a une complexité quelque part qui doit apparaître, là. Quand on dit que la commande va elle-même avoir ses mécanismes de stockage et que là, il va avoir un certain mécanisme de synchronisation. Comment on peut... Parce que ça peut devenir compliqué. Ça veut dire qu'il faut faire que je vais avec des services qui, en background, roulent et viennent lire les données, viennent les rafraîchir. Donc, je peux pas croire que ça soit si simple. Il y a quelque part quelque chose qui est compliqué. Alors, comment on se retrouve avec des données d'affichage à partir de commandes exécutées sur des agrégats? C'est en fait beaucoup plus simple que ça paraît. Il y a... expliquons la méthode compliquée. La méthode compliquée classique, là, ça serait de dire mes commandes vont stocker ça dans une base de données normalisée. Troisième forme normale. Écoutez, on est sérieux, là, nous, hein. Ça va être au moins troisième forme normale. Et là, je vais créer un beau service Windows qui va aller lire ça, ces données-là, et qui va aller les réécrire dans mes fameuses tables qui sont normalisées, qui servent à l'affichage. Donc, je pourrais tout construire cet engin, cette usine à gaz-là. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui est fait dans la plupart des data warehouse de ce monde. Mais on va lire dans les bases de données normalisées différents systèmes, puis on agrège des données de cette manière-là. Donc, on pourrait faire ça, mais comme tu disais au tout début, il y a des mécanismes, des patrons que les gens utilisent depuis des centaines d'années dans le domaine, par exemple, de la finance, qui est le fameux event sourcing, qu'on a traduit au tout début comme étant... reconstruction par événement. Donc, la reconstruction par événement, est-ce que c'est une façon, encore là, très simple de pouvoir gérer cette synchronisation-là entre mes
mes deux mécanismes. Alors pas tout à fait, mais on va voir que une fois qu'on a réussi à synchroniser nos deux parties du système, le event sourcing permet de simplifier encore plus la partie du domaine, la partie écriture seulement. Alors, ce qui est absolument nécessaire pour être capable de construire une vue dénormalisée, finalement, en lecture seulement, de notre système, c'est que nos agrégats, étant donné qu'ils sont en écriture seulement, il faut bien qu'ils émettent quelque chose. En fait, il faut qu'ils émettent ce qui se passe dans le domaine. Faut qu'ils émettent les événements du domaine. Donc, eux, ils vont avoir la façon pour eux autres de sauvegarder ou de persister, ça serait en créant des événements. En fait, eux, ils vont émettre les événements, ils sont pas forcément persistés, mais ces événements-là vont être écoutés par les systèmes aux alentours, par exemple le système qui va créer la base en lecture seulement, et on va reconstruire les tables à partir de ces événements. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si les commandes émettent des événements, j'ai même pas besoin d'aller les écrire dans une base générationnelle. Ça pourrait tout être en mémoire. Donc, je pourrais avoir juste une liste ou une queue dans laquelle je stocke les événements et j'ai des gens qui écoutent la queue, qui relisent les événements et qui reconstruisent dans la base de données en lecture, la base de données qui sert à l'affichage. Et bingo, je viens d'avoir un système qui est peut-être pas un système très fiable parce que si tout est en mémoire, si malheureusement quelqu'un débranche l'ordinateur, on est en péril. Mais ça pourrait être, mettons, c'est l'approche simpliste. Donc, la vision simpliste, ça serait ça qu'on pourrait faire. Tout à fait. Je recommanderais pas ça cependant. Mais pour l'éduquer d'un point de vue éducatif. Mais pour un petit système de démo, tout à fait. Oui. Donc, si pédagogiquement les commandes créent des événements, si on veut faire un système solide, qu'est-ce qu'on va rajouter? Les événements, on va les stocker dans un mécanisme qui se persiste, On va persister les événements. Il y a beaucoup d'intérêt à faire ça. D'abord, on peut désynchroniser la partie construction de la base de données en lecture seule de la partie émission d'événements. Donc, dans une même transaction, lors de l'exécution d'une commande, on va exécuter la commande, ça va émettre des événements et on va stocker ces événements quelque part. Donc, quand on dit on va les stocker quelque part. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de stocker ça dans 28 tables ou ça pourrait juste être une table qui a quelques colonnes et qui dit l'heure, le type d'événement? Je pense que j'ai pas besoin de plus d'informations que ça, me semble, après ma base. Exactement. C'est principalement, si vous voulez stocker ça dans une base de données relationnelle, c'est principalement une table avec l'identifiant de l'agrégat qui a émis cet événement, le type de l'événement et l'événement sérialisé. Dans la plupart des systèmes, on rajoute une autre information qui est la version. Ah, parce qu'on peut versionner aussi de l'événement dans l'agrégat. En d'autres termes, c'est la version de l'agrégat, c'est le nombre d'événements qu'il y a eu sur cet agrégat-là. Ah, ok. Ça permet de faire des choses sympathiques dont on peut parler plus tard. Oui, parce qu'il va y avoir tout ça, beaucoup de bénéfices, d'autres bénéfices à ajouter à la gestion des événements, à la reconstruction par les événements. Tout à fait. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les commandes, eux, stockent dans une table les événements, puis c'est une liste. Alors, pour être exact, la commande va appeler une méthode sur l'agrégat. L'agrégat va, lui, émettre des événements. Il va y avoir un mécanisme qui va attraper les événements de l'agrégat et les stocker quelque part. Les persister, par exemple, dans une base de données. La fameuse unité de stockage qui sert à l'affichage, qui, elle, est totalement dénormalisée, elle va venir lire ces fameuses tables-là pour reconstruire les données... C'est ça. Alors, dans les systèmes simples, ça peut être aussi bête que garder le numéro du dernier événement qui a été lu et interroger la base de données des événements pour récupérer les derniers événements depuis Parce qu'on s'entend, ça peut pas numéro. être fait en temps réel, cette affaire-là. Je peux avoir à ce moment-là un service qui, mettons, à toutes les 10 secondes, vient relire, ramasse tous les événements qui sont passés dans les dernières 10 secondes, rafraîchit les données en lecture, et là, 10 secondes plus tard, quand on fait l'interrogation, on voit les données telles qui sont passées il y a 10 secondes. Donc, j'ai un décalage entre ce que je vois en lecture et ce qui se passe réellement dans le système. Alors, c'est absolument pas nécessaire. Tout peut se faire en temps réel, avec une transaction distribuée.
Ah, donc il y a même moyen d'avoir quelque chose qui fait que ça... Donc, dans la même transaction, stocker les événements dans le Event Store et exécuter les handlers d'événements dans la base de données en lecture seule en même temps et commiter ces deux transactions-là en même temps. Donc, si on a besoin vraiment d'avoir toujours une vérité unique, ça se fait. Mais là, il y a un coût si je fais ça. C'est-à-dire que là, ma transaction, pour que ma commande lance, pour elle, ça y prend du temps. Donc là, mon système est beaucoup moins, et en tout cas, une montée en charge est plus ardue. En pratique, pour 90% des systèmes, vous allez pas avoir un problème de performance. Donc, est-ce qu'on aurait toujours intérêt à faire, à utiliser un mécanisme de transaction où il y a des gains Si vous pouvez compter le nombre de transactions par seconde sur vos 10 doigts, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser une transaction distribuée et de tout garder complètement synchrone. Donc, 99% des systèmes qu'on construit présentement sur la planète. Tout à fait. D'autant plus, vous pouvez toujours commencer, surtout si vous bâtissez un nouveau système, vous pouvez toujours commencer par ça, parce que le jour où vous avez besoin, où ça suffit plus, vous avez un problème de performance ici, ça va être très facile de découpler ces deux événements-là. Parce que quand on découpe, grosso modo, on doit décider c'est quoi la période de temps maximale que je suis prêt à vivre, ou ou ce qui est ma vérité et ce que je vais afficher. Tout à fait. Si on va par exemple sur Amazon, quand ça me dit il y a 10 livres en inventaire, il y en a peut-être réellement juste 9 parce que quelqu'un vient d'acheter il y a 5 secondes, mais moi je sais pas. Tout à fait. Puis Amazon, comment il gère ça? Supposons que ça dit il y a encore un livre et moi je commande. Ben, je peux recevoir peut-être un email 24 heures après qui me dit, on est désolé, on vous avait dit qu'il y avait ce livre-là, mais je l'ai vraiment pas en inventaire, faut que je le commande, et il gère ça au cas par cas. Exactement. Donc là, c'est des règles d'affaires. Amazon, c'est un très bon exemple. Ils ont des règles d'affaires pour tous ces cas-là. C'est-à-dire, bon, on est désolé, on peut pas, il va y avoir un délai. On vous avait dit qu'on pouvait le livrer en 1 semaine, ça va prendre 1 mois. Vous pouvez annuler votre commande ici ou on vous donne un coupon de rabais quelconque. Parce qu'Amazon ne font pas partie des 99% des systèmes où je peux avoir une transaction unique entre les deux. Je suis obligé d'avoir un décalage. Même chose pour les systèmes que Google peuvent mettre en ligne, même chose pour les systèmes que Microsoft. C'est-à-dire que les grosses organisations qui ont des millions d'utilisateurs concurrents, eux, ils peuvent pas se permettre de bâtir des systèmes comme ça. Mais en entreprise, quand on a 1000 employés, c'est très difficile de justifier de ne pas prendre une approche très simple qui est de dire je mets dans une transaction mes écritures et mes lectures. Si la performance vous pose un problème, faut pas oublier que votre système est beaucoup plus performant de base. Vous avez plus de requêtes SQL compliquées avec des jointures à faire. Votre domaine d'affaires est géré par des agrégats qui sont très spécialisés, qui sont beaucoup plus simples que des entités classiques. Fait que votre système au complet est déjà beaucoup plus performant. Fait que même si vous avez une transaction distribuée, globalement, le système global va être beaucoup plus performant. Donc moi, ok, je suis porté à dire je vais acheter de pouvoir stocker des événements. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à utiliser les événements plutôt que d'aller stocker dans une base de données normalisée puis d'avoir des mécanismes qui vont aller recréer? Alors, il y a beaucoup de bénéfices. Des bénéfices qu'on connaît peut-être déjà aujourd'hui avec les bases de données relationnelles, les fameux journaux qu'on est capable de... Alors, le premier, effectivement, c'est que vous avez un log complet de ce qui s'est passé dans l'application. Donc, pour débugger, ça peut être très utile. Oui. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, à part pour les systèmes de démo, on va pas simplement se contenter de stocker en mémoire les agrégats. On va les reconstruire. Il faut être capable de les reconstruire si le système, si déjà on a trop d'agrégats que ça tient pas en mémoire, ou si le système crash, on va être capable de les reconstruire au démarrage. Fait qu'il faut bien persister l'état des agrégats quelque part. Ok. Or, on a déjà dit qu'on stockait les événements. Fait qu'il est très facile d'aller chercher la liste des événements pour un agrégat donné. De les rejouer.
dans l'agrégat Et de retomber et de retomber sur l'état de l'agrégat tel qu'il était lors de la dernière commande. Donc, plutôt que de sauvegarder le graphe de l'agrégat avec tous les mécanismes qu'il faudrait de transactionnel, s'assurer que tout est stocké, je sauvegarde même plus ça. J'ai juste mon journal des événements. Je suis capable de reconstruire un agrégat à la demande. Tout à fait. Et c'est très simple comme mécanisme. Vous n'avez pas besoin de Object Relational Mapper pour faire ça. Vous avez juste des événements qui sont des objets classiques que vous jouez, que vous donnez à jouer à votre classe d'agrégat. Mais là, Julien, on entend ça, puis on se dit comment ça se fait que nulle part en architecture, les gens nous expliquent qu'on devrait bâtir des systèmes de cette façon-là, que Microsoft s'évertue à essayer de nous vendre des Object Relational Mapper, les Entity Framework de ce monde, est-ce qu'il y a, en anglais on dit un catch-22, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on devrait comprendre, qui fait qu'à la fin on dit c'était une belle théorie, mais pratico-pratique ça ne se fait pas, ou c'est une belle théorie, mais c'est plus qu'une belle théorie, c'est une théorie qui devrait s'appliquer, et c'est pourquoi depuis 24 mois, tous les architectes s'intéressent beaucoup à CQRS, Event Sourcing, Domain Driven Design. Et parce que ça a été popularisé depuis 24 mois seulement. Fait que c'est quand même, c'est pour. Mais pourquoi on pouvait pas l'utiliser dans les années 90? On pouvait, et puis il y a certains architectes qui le faisaient déjà, de façon naturelle. C'est juste qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de... Fallu peut-être qu'il y ait le livre de Eric Evans pour commencer à faire les fondations nécessaires? Exactement, donc ça prend de l'ampleur depuis le livre de Eric Evans, depuis aussi le blog de Woody Dahan et de Greg Young qui commence à populariser ça. Greg Young est en train d'écrire un livre, il n'y a même pas de livre sur le sujet. Alors c'est très difficile C'est sûr que le jour où il va avoir un bon livre qui situe tout ça dans un contexte, il va même avoir une prolifération, puis on pourrait même espérer que peut-être à l'école, les jeunes qui sortent, au lieu d'apprendre les fameux patterns pour faire un Object Relational Mapper, qu'on apprendrait à faire du CQRS, puis ils pourraient construire des systèmes. Parce que moi, j'ai de la misère à voir pourquoi je ferais pas ça, même pour un tout petit système, ça coûte tellement pas cher que pourquoi me brimer pour essayer d'avoir 35 sortes de stratégies quand cette stratégie-là pourrait marcher pour avoir tous les systèmes? Cette stratégie-là fonctionne pour l'immense majorité des systèmes. Et à part le manque d'informations aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de désavantage. C'est trop beau pour être vrai, quelque part, hein? Quasiment, mais quand on y pense, les bases de données relationnelles, c'est ce qu'elles font en arrière. Fait que si quelque chose d'aussi fondamental, quelque chose d'aussi fiable que les bases de données, c'est ce qu'elles appliquent à tous les jours, pourquoi nous, dans nos applications, on n'utiliserait pas le même pattern? Sauf que ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on se met à faire ça, dans la mesure où est-ce qu'on stocke l'information juste dans une table, on n'utilise plus vraiment les capacités réelles de nos bases de données. On peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une base de données? Alors, c'est toujours intéressant d'avoir une base de données. D'où la question initiale, quand je t'ai posé, tu m'as dit oui, on va avoir besoin d'une base de données parce que il y a des services qu'une base de données nous offre qui vont quand même être non négligeables. Tout à fait. En particulier, une transaction acide. Parce qu'on a dit, on devrait toujours, parce que 99% des systèmes sont pas ce que Amazon fait, on devrait avoir une transaction pour écrire nos événements et avoir les mécanismes qui viennent resynchroniser nos événements avec notre unité de stockage de lecture. Donc tout là, à fait. On va utiliser la BD pour gérer la transaction. Ce qu'on n'a plus besoin, par contre, c'est de relations. On n'a plus besoin de clés étrangères. Ni pour stocker le log des événements, ni pour stocker les tables d'affichage. Donc, il y a plus de troisième forme normale. Plus de lien du tout. Mm-hmm. Chaque entité, chaque table est complètement isolée des autres. Ça, c'est fabuleux pour tout ce qui est persistance aussi, ou plutôt, je devrais dire backup des BD, parce que la difficulté souvent, c'est est-ce que je reconstruis mes tables dans le bon ordre? Là, tu peux les reconstruire dans l'ordre que tu veux, ils n'ont pas de relation. Ça peut même être stocké dans des types de systèmes différents, optimisés pour ce qui est affiché à l'écran. Par exemple, vous pouvez avoir des handlers d'événements qui vont écrire dans une base de données relationnelles classique parce que vous avez ça dans votre infrastructure d'entreprise et que c'est des données tabulaires. Mais certaines autres données, handlers vont peut-être plus construire un cube d'analyse de données avec des agrégats ou d'autres dans des bases de données documentaires parce que
c'est plus facile de stocker un document XML de cette manière, etc., etc. Donc, t'es plus forcément attaché à une façon de faire la persistance, qui serait, par exemple, le fameux modèle relationnel. Là, regarde un bon exemple, là, c'est Azure. Tu as deux façons typiques là, de stocker l'information via une base de données relationnelle, puis aussi via le table storage. Exactement. Donc, c'est un pattern, une façon de fonctionner qui s'applique là génialement. Le table storage est un candidat excellent pour la base de données en lecture seule. Ouais, effectivement. Mais Puis là, la rapidité. Peut être aussi un bon candidat pour stocker nos événements. Aussi. C'est-à-dire que le CQRS et le cloud, ça peut même être des très bons candidats. En fait, Mario, tu mentionnais tout à l'heure, pourquoi il y a pas autant d'engouement que peut-être CQRS devrait avoir. C'est peut-être justement avec l'arrivée du cloud, la popularité du cloud. Là, on va avoir besoin de ces patterns-là, de cette façon justement de fonctionner. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute la fondation pour pouvoir leverager là ces patterns-là. Donc, je pense qu'avec l'arrivée du cloud, avec la popularité au fur et à mesure qu'on va voir au fil des années, là, on va voir de plus en plus d'intérêt pour CQRS. Parce qu'on s'entend, CQRS, c'est un pattern. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est juste une pratique. Une bonne pratique pour résoudre un problème récurrent qui était comment je m'assure que ça soit facile de exécuter mes commandes, puis aussi d'afficher en lecture ce qui doit être affiché dans les écrans. Et c'est pas quelque chose qui a été inventé il y a 24 mois, ça existe depuis probablement 50 ans. C'est juste que là, on lui a donné un nom et on dit « je fais du CQRS » et ça nous permet, les architectes, de pouvoir avoir des conversations plus intelligentes que de commencer à réinventer notre vocabulaire de bout en bout. Il y a 10 ans, ce que je faisais, c'est pour des systèmes web, j'appelais ça des tables dénormalisées pour l'affichage. Ouais. Ben, c'est une espèce de parent pauvre là de ce qu'on vient de mentionner. Ouais. CQRS, c'est une généralisation de ce principe-là. Exactement. Qui n'a pas dans son entreprise un data warehouse ou un cube qui vient lire des données pour optimiser des rapports qui, si ils étaient effectués avec des requêtes SQL sur la base de données centrale, ça serait beaucoup trop lourd pour la base de données centrale. Donc, pour des raisons de performance. Puis probablement que beaucoup de nos auditeurs implicitement le faisaient parce qu'on sait que on avait toujours, en tout cas, il y avait un motto qu'on a dans le domaine, c'est qu'on disait oui, on crée une troisième forme normale, mais on sait qu'on va la dénormaliser en cours de route pour arriver à un système performant parce que c'était donc il y a probablement beaucoup de nos auditeurs qui ont un simili CQRS. Puis aujourd'hui, au moins, ils pourraient y donner un nom concret à ça et peut-être commencer à l'appliquer de façon généralisée dans leur architecture. C'est ce qui est intéressant là, c'est que tous ces épauches-là sont maintenant formalisées là dans des patterns là, qui sont clairs, nets et précis, qui sont éprouvés là. Tout à fait. Donc on a hâte de voir le livre. Et on n'a toujours pas commencé à parler des avantages. Du CQRS et Event Sourcing, mais ça, je pense que ça prendrait un deuxième podcast. Oui, parce que, écoute, je pense qu'on peut quasiment en traiter mais au moins que les gens voient juste qu'est-ce que c'est. Je pense que beaucoup de gens, ils sont capables par eux-mêmes même de voir, en tout cas d'entrevoir différents avantages. Il y en a beaucoup. On pourrait quasiment en parler probablement pour une autre heure. Probablement un podcast qu'on pourra peut-être faire en équipe avec plusieurs personnes parce que ça mènerait peut-être une conversation sur... En fait, moi, ça serait intéressant de voir aussi l'application, une application concrète, là, par exemple avec Azure, là, où on a les outils là pour y arriver. Mais bon, on verra. Mais dans le monde.net, c'est sûr que ça serait intéressant d'y attacher Azure parce que il y a une compagnie qui fait un framework CQRS qui s'appelle Locad, qui a justement fait un framework de CQRS avec un event store pour Azure, qui justement utilise le table storage et aussi le blob storage. Donc comment t'appelles Locad? Locad, c'est L-O-K-A-D. On va mettre le lien nous sur le site. Écoute, on te remercie. En terminant, est-ce que tu aurais un blog, quelque chose que je sais que tu as déjà parlé de Greg Young, de UD Dahan, il y a ton blog aussi, mais Alors oui, il y a Greg Young justement qui a mis en place une sorte de blog où il agrège toutes les ressources intéressantes sur le sujet. Ça s'appelle CQRS Info.
probablement .org, mais si on cherche CQRS On va mettre info, le lien, nous, donc CQRS Info. sur Google, on devrait le retrouver, C'est oui. l'endroit par excellence pour trouver toute l'information. Parce que comme tu as dit, malheureusement, il n'y a pas encore de livre qui fait une synthèse de ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent et il y a beaucoup de discussions aussi, puis la communauté est assez fervente parce que on n'a pas parlé, mais il y a beaucoup d'avantages à ça. Mais Julien, on te remercie encore. Merci bien. Fait Très plaisir. intéressant. Les actualités avec Monsieur Guy Barrette. Et au niveau des actualités, il y a une série de produits, en fait, toute une série de produits web qui étaient en bêta depuis quelques temps, là. Donc, je parle de ASP.NET MVC3, IIS Express 7.5, SQL Server Compact Edition 4, Arcade, qui est un CMS, Webmatrix, SQL Server Compact Edition, je l'ai mentionné, l'espèce de nouveau framework pour déployer des applications web sur des fermes de serveurs, le WebFarm Framework. NuGet aussi, qui est une espèce de façon de déployer des librairies open source. Donc, tout ça, ça a été lancé en version finale. C'est intéressant de noter que cette année, c'est l'équipe MVC qui déploie et qui livre beaucoup de versions, tandis que dans le passé, ça a été pendant quelques années l'équipe Silverlight. Ouais. Et là, l'équipe Silverlight est sur des cycles un peu plus longs et c'est maintenant l'équipe MVC qui est sur des cycles plus courts. L'équipe ASP. Ouais, c'est vrai, hein, parce que il y a plus de différence, mais En fait, ASP.NET, c'est le moteur conjoint de WebForm et de MVC. Donc, c'est pour ça reste encore l'équipe ASP.NET. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de ces technologies-là qui fonctionnent aussi dans des bons vieux sites ASP.NET, là, pour ceux qui font encore des sites dans la vieille approche. Mais tout ça fonctionne en WebForm standard. Faut faire la distinction, Mario. Hein? ASP.NET, c'est le moteur qui est commun, puis WebForm et MVC, c'est les deux moteurs de rendu qui sont différents. Donc, pour ceux encore qui font du bon vieux WebForm, on voit ici Guy dit du bon vieux, puis moi je dis de la vieille techno. Du bon vieux. Mais je suis d'accord avec toi. On s'entend, là. C'est une façon de... C'est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages dans chacune de ces technos-là. MVC, c'est un moteur qui est beaucoup plus léger. Je pense que, c'est pas dans les informations ici qu'on va faire un comparatif MVC Ce que j'aime pas WebForm. du WebForm classique, c'est que c'est dur à tester. Tandis qu'MVC, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des jeux de test. C'est ça. Une autre nouvelle qui a retenu mon attention, c'est est-ce que tu utilises Reflector de Redgate? J'ai utilisé beaucoup dernièrement. Ma vie ne m'a pas amené beaucoup à utiliser, mais je connais le produit. Là. C'est intéressant, c'était gratuit. C'est comme c'est un outil que tu te dois d'avoir dans ta boîte. C'est un must, hein? Donc, la plupart des développeurs .NET ont Reflector installé sur leur... Pas loin, en tout cas, si tu l'as pas. Et il y a un an et demi... il a été acheté par... Reflector a été acheté par Redgate. OK? Et il s'était dit, on va garder ce produit-là gratuit, puis on va offrir une version bonifiée qui est commerciale, qui a un coût. Donc, grosse bombe cette semaine dans le milieu des développeurs .NET. Redgate annonce que la version gratuite ne sera plus disponible et même qu'elle va arrêter de fonctionner au mois de mai. OK. Donc, et ils vont vendre. Puis là, ils demandent combien? Ils vont vendre $39 pour la version. Ce qui est pas, c'est pas astronomique, là. Mais, en tout cas, c'est de voir, là, les commentaires des gens, là. C'est comme si, on leur enlève leurs souliers, ils sont plus capables de fonctionner. Mais en fait, ce qui est un petit peu bébête, c'est que Redgate avait mentionné qu'il y aurait toujours une version gratuite sans problème. Et ce qui met le feu aux poudres, c'est surtout le fait que la version gratuite, la version 6, va arrêter de fonctionner. Donc, c'est pas comme s'il allait sortir une version 7 qui va être payante. Ils veulent vraiment que les gens sortent $39 de leur poche. Oui. Et puis Reflector, c'est un outil essentiel. Là. C'est pas...
on s'entend, là, c'est pas dispendieux, c'est plus peut-être les pratiques d'affaires de Redgate là, qui ont mis le feu aux poudres de la communauté des développeurs. Là. Mais bon, ça a été la deuxième nouvelle qui a retenu mon attention. OK. Et dans la communauté .net, qu'est-ce qui s'en vient au mois de fin février, début mars? Donc, au mois de février, on va avoir un meeting sur NuGet, un des produits que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est sorti en version finale. Donc, Maxime Rouillet va nous présenter ce framework-là de déploiement, puis de librairie de code, donc des librairies open source, par exemple. Et en mars, on va avoir 2 meetings. On va commencer le mois de mars avec 2 meetings sur Windows Phone 7. Donc, le lundi et le mercredi, on va avoir 2 meetings. Et aussi, on a notre fameux samedi.net. D'architecture, qui est le samedi 5 mars. Oui. Donc, on va parler des patrons, les patrons d'architecture, de conception. Des design patterns. Oui, donc l'été dernier, on avait fait un sondage, on demandait aux gens qu'est-ce qui les intéressait. Puis au niveau de l'architecture, la maîtrise des patrons, là, c'était vraiment quelque chose que les gens demandaient. Puis on a décidé de faire une journée juste là-dessus. Puis c'est Eric Renaud avec moi là, qui organisons ça. Donc, puis ta collaboration. Puis la collaboration d'un paquet de monde de la communauté .net. Absolument. Ça devrait être une belle journée, puis c'est pas cher, 5$ là, pour une journée au complet. Mais il faut être membre de la communauté. Absolument. C'est le 12 mars que ça va avoir lieu, le samedi. Oui, je pense que j'ai mentionné le 5 tout à l'heure, là, donc c'est le 12. C'est le 12. Parce que le 5, moi, je vais revenir du MVP Summit et toi aussi. D'accord. Donc, écoute, ça fait le tour de ce qui s'en vient. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit début mars. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.